se retrouve face à lui. Waouh, Luc Besson. Il nous dit, hé, les gars, vous êtes incroyables. Je fais votre film. T'as 22 ans, tu sais pas lire, tu sais pas écrire. Comment tu vas t'y prendre pour apprendre tes dialogues? Je dis, mais les gars, il y a toujours une solution. Guilain Ngouba Boyeke est l'un des membres fondateurs des Yamakasi. Chorégraphe, il a exercé plus d'une vingtaine de métiers jusqu'à ce qu'une révélation fasse de lui aujourd'hui un agriculteur passionné, éleveur de cochons en plein air. Le film cartonne. 1,5 million d'entrées. C'est la classe. Besson nous dit, votre vie va changer. Ça va être les débuts des problèmes. En 2006, je me retrouvais à dormir sous le pont Mirabeau. Il y a quelques années, j'étais là, on m'applaudissait. Et là, maintenant, les gens s'éloignent de moi. Guilain va connaître une enfance difficile, avec un père autoritaire et violent. De ce parcours de vie va naître un livre, Mémoire des cicatrices. Mon père est placé dans un camp militaire. Il va se passer bon nombre de choses là-bas, effroyables. Un jour, malheureusement, je me suis fait saisir par 2 militaires. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces 2 militaires ? Le nom Yamakasi, c'était un espoir en fait pour moi. En lingala, en général, on dit Makasi. Et moi, j'ai rajouté le Ya qui signifiait c'est fort. Quel est l'effort que tu es capable de faire qui va créer la différence? L'aventure de préface commence et j'ai une petite chose à vous demander. Juste en dessous de cette vidéo, vous avez une petite cloche, abonnement, subscribe. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, on devient visible. On a créé Préface pour avoir des conversations inspirantes. Et quelle conversation on vient d'avoir. Elle nous rappelle cette chose simple. On est à une décision de changer sa vie. Si vous êtes en quête d'un déclic, de renouveau ou d'un élan, et que vous êtes à 2 doigts d'écrire le prochain chapitre de votre vie, alors bienvenue dans Préface. Guil, je suis hyper heureux de t'avoir avec nous. Chez Préface, l'idée, c'est quand vous êtes à 2 doigts d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Et en fait, des vies, mec, t'en as eu 1000. Elles sont toutes plus dingues les unes que les autres. Et pendant notre échange, j'ai vraiment envie que tu nous prennes par la main et que tu nous emmènes de là où tu es né jusqu'à où tu vis aujourd'hui. Okay. C'est vraiment une histoire de vie incroyable. Donc déjà, merci d'être avec nous. Merci d'être là. Où est-ce que t'es né, Guilain? Et c'est quoi ton nom qui est si magnifique que j'ai peur d'écorcher? Alors, Guilain Boyeke, né à Kinshasa dans les années 70, l'époque du grand Zaïre de Mobutu. Et mon papa était commerçant et ma mère commerçante. Et on vivait tous au sein d'une grande famille, plus d'une vingtaine des membres. Et donc les tantes, les oncles, et puis ma maman également. Et puis à l'âge de 4 ans, mes parents ont décidé de se séparer. Et c'est là où tout va changer. Tout va changer. Et moi, enfant, je suis très turbulent parce que j'ai des idées assez arrêtées de la vie. Pour moi, lorsqu'on vient sur cette terre, on a des qualités humaines. Et on n'est pas censé nous apprendre quoi que ce soit parce qu'on vient avec ce don de la vie, tu sais. Et je concevais mal qu'on puisse m'éduquer ou suivre une instruction scolaire. Puisque pour moi, j'avais tout. T'étais un espèce d'esprit libre déjà très jeune, quoi. Ah ouais, mais complètement. Et puis, la famille n'était pas en accord avec ça. Et donc, c'est quoi ton premier souvenir? Tu te souviens de ton premier souvenir? Vaguement, j'étais, on va dire, pas un rebelle, mais j'aimais la forêt. J'étais attiré vers la forêt. J'aimais m'évader, m'en aller pour être dans une forêt. Parce que j'étais attiré en fait par la faune, la flore. Et puis, pour ma famille, à cet âge-là, à l'âge de 4 ans, c'était hors de question
Et puis, le moment où tout va changer, c'est lorsque mon père va décider de quitter Kinshasa, le Congo, pour venir ici en France. Et là, ça va être la liberté. Ça va être une autre partie Raconte-moi qui va ça. commencer. Alors, à partir du moment où mon père décide de quitter Kinshasa pour venir ici en France, et à ce moment-là, je sens que le paternel n'est plus présent. Et donc, ça me donne la possibilité de faire bon nombre de choses que j'ai toujours souhaité, cette liberté-là. Et donc, l'instruction scolaire, ça va être hors de question. Donc, je vais passer mon temps à grimper derrière les taxibus, les bus. Tu fais l'école buissonnière en Je gros. fais l'école buissonnière. Et même, je quitte très souvent mon quartier de Ndjili en allant en direction de l'aéroport qui fait 2 fois 15 km pour ramasser des plateaux repas, les plastiques qu'on balançait en fait à l'aéroport. Et moi, j'allais les ramasser parce que j'avais vu les aînés le faire. Et je m'étais dit, ah tiens, si les aînés font ça pour gagner leur vie, étant donné que je suis livré à moi-même, je vais faire la même chose. Pourquoi ton papa est parti en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon papa est parti pour une vie meilleure, quitter à son pays. Et puis, plus tard même, lorsque je vais le retrouver, et que je vais me rendre compte que, en fait, euh, lorsque j'ai 9 ans et qu'il me fait venir et que je le confronte, yeux dans les yeux, je lui dis, mais papa, tu as quitté un grand pays comme le Congo, et puis tu avais une grande maison, c'est pour vivre dans un studio, et en plus, avec avec d'autres membres de la famille, avec des amis, et avec mon frère et ma sœur. C'est pas normal, t'es stupide. Et là, une claque dans ta gueule. T'as été élevé avec cette violence ou c'était Mon comment? père, mon père, c'était à la dure. C'était un militaire dans son esprit, dans sa manière d'éduquer à ses enfants. Et moi, le problème est que j'avais appris à vivre seul. Et dans ma tête, j'étais un enfant adulte. Tu sais, quand tu apprends pendant certaines années à vivre seul, euh, lorsque tu es enfant, tu grandis très vite grâce ou à cause des réalités, les réalités du quotidien. Quand tu parles de ça, tes parents, quand tu dis marchand, tes parents avaient plutôt des ressources enfin, c'était une classe moyenne ou c'est plutôt Ouais, plutôt une classe moyenne. moyenne? Oui, plutôt une classe moyenne. Et puisque ça lui a donné la possibilité justement de quitter le Congo pour venir s'installer en France. Donc ils avaient plutôt les moyens en fait de pouvoir changer leur vie de cette façon-là. Et donc lorsqu'il me fera venir, ça va être la confrontation directe parce que moi je le confrontais à cette dure réalité. L'enfant qu'il avait laissé était transformé et avait appris à vivre seul sans parents. Parce qu'il faut savoir, même à l'âge de 4-5 ans, lorsque lui va quitter le Congo, je ferai la démarche à plusieurs reprises pour aller voir ma maman, qui était commerçante également, au marché non loin, à 3 ou 4 kilomètres de la maison familiale. Et puis, ça va être Roger sur Roger. Et pour la confronter face à ses responsabilités, ce que je faisais souvent, je lui piquais l'argent. Et donc, pour qu'elle ne puisse pas récupérer cet argent-là, je l'avalais. Et donc, elle me mettait des baffes. Mais c'était trop tard. L'argent était déjà avalé. Et j'attendais 2-3 jours plus tard le moment des selles.
Et puis j'ai récupéré l'argent dans un état pitoyable. J'ai nettoyé. Et puis avec une colle en tige, j'ai rafistolé et tout. Et j'attendais le soir, dans la pénombre, parce que c'était plus facile, justement, pour faire couler l'argent, pour le faire passer. Et donc même ça, concernant ma maman, ça lui a pas fait réagir. Ça lui a pas fait réagir. Tu cherchais à attirer son attention et Ah mais que complètement, malgré complètement. et que en fait l'argent c'est le fait qu'elle la distance que ça représentait avec toi, elle devait partir travailler et c'est ça. C'était plutôt le fait d'aller la voir et puis lui piquer son argent pour l'interpeller, en fait. Mhm. Je suis ton enfant et papa n'étant pas là, je m'appuie encore plus sur toi. Tu es en quelque sorte la moitié de mon cœur. Une mère, elle est importante. Bien sûr. En plus pour un garçon. Et donc j'en ai beaucoup souffert. Et d'autant plus à cette époque-là, on a besoin de l'amour de sa maman, Tendresse. de l'amour maternel d'une mère. Et donc elle a brisé cet amour-là. Et donc j'ai tout fait, j'ai tout essayé avec mon caractère pour l'interpeller, pour dire occupe-toi de moi, je suis là, j'existe. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. J'en ai voulu, euh, euh, j'en ai, j'en ai beaucoup souffert. Et puis j'ai essayé de me venger plus tard à ma façon. À ma façon, c'est-à-dire que plus tard, lorsque j'ai pu réaliser des longs métrages, mais je lui ai acheté plusieurs parcelles, plusieurs maisons, pour prouver, ben voilà, tu as eu tort de faire ton acte, mais aujourd'hui, je fais quelque chose de ma vie. Tiens. Est-ce que vous avez réussi à apaiser cette relation aujourd'hui? C'est quelque chose où vous parlez avec tendresse ou il y a toujours cette rivalité? Non, ça a été réglé parce que j'étais confronté, moi aussi, euh, à ce rapport avec mes filles. Et donc, j'étais obligé de faire la démarche, de travailler sur moi, parce que le rapport avec mes enfants, j'ai 5 filles, et donc avec surtout les trois grandes, j'étais confronté à certaines choses, et donc j'ai dû régler ce problème-là. Mhm. Et ça a pu régler également le rapport que j'avais auprès de ma mère, et j'ai compris bon nombre de choses. J'ai compris que les choses est, est parfois très complexes. Ah, les gens, lorsqu'ils font des choses, c'est pas personnel, en fait. Il y a toujours autre chose derrière ça. Tu sais ce qu'on Il y a dit? On toujours... dit que, tu sais, il y a tout un principe d'héritage émotionnel. On hérite de plein de choses, des générations d'au-dessus, et que même nous-mêmes, il y a des choses dont on n'est pas consciente, qui viennent même de générations 2 ou 3 au-dessus, mais qui ont été passées. Et il y a une phrase que j'avais trouvée touchante qui disait quand on cherche à définir sa vie, si on a réduit déjà la moitié de cet héritage émotionnel, qu'on en a transmis qu'une partie à nos enfants, beaucoup moins que ce qu'on a reçu nous-mêmes, déjà on a réussi notre rôle de parent. On travaille sur soi, c'est ce que tu dis. Le jour où je me suis rendu compte qu'il était important de régler ce lien avec ma mère, et ça allait aussi apaiser, ça allait apporter une solution à mes enfants, parce que comme tu viens de l'expliquer, tout est lié. Et au moment de la séparation avec la mère de mes filles, et donc je vivais en tant que papa seul avec les grandes, et à un moment donné, lorsqu'elle est venue chercher les filles, j'ai eu un moment de colère, puisque mes filles ressemblent à leur mère. Et donc, et ça m'a touché. Ça m'a touché parce que j'ai compris immédiatement, en fait, qu'est-ce qui s'était passé, le rapport avec ma mère et avec mon père. C'est-à-dire que, comme moi, je ressemblais beaucoup à mon père, et donc elle a fait le rejet vis-à-vis. Il y a eu un transfert. Exactement, exactement. Et Et j'ai compris qu'il était important
de faire le travail sur soi et puis de pardonner. Et bien que j'avais déjà commencé à faire la démarche, mais les choses mettent du temps, en fait. C'est long. Les choses mettent du temps et c'est long. Et moi qui pensais que c'était déjà réglé, mais ce jour-là, oui, c'était vraiment réglé. Mais pourtant, je pardonnais. Je faisais un travail sur moi, ça faisait déjà des années. Mais lorsque je me suis rendu compte de ça, waouh, je dis ok, j'ai compris en fait. Une libération. Ma mère, elle a fait un transfert, étant donné que je ressemblais beaucoup à mon père. Et donc, mon père, l'histoire, mon père a rejeté ma mère pour une autre femme. Et donc, à travers moi, ma mère voyait, en fait, mon père, cette relation qui était défaillante. Tu vois? Et je dis, ok, donc c'était pas personnel. C'est pas personnel. Tu as écrit ce livre magnifique Mémoire des qui cicatrices. s'appelle Mémoire des cicatrices, qui raconte ton histoire sous forme de roman. Tu l'as pas fait sous forme réellement d'autobiographie à proprement parler. C'est vraiment sous forme de roman. Ouais, parce que c'est hyper joli. Ça nous emmène à l'âge de 9 ans. Tu as fini dans un camp militaire. Raconte-nous ça. Oui, je finis dans un camp militaire puisque j'étais indiscipliné et mon père, il estimait que avant de me faire venir dans un pays comme la France, il était important de me discipliner. Et donc, il m'a placé dans un camp militaire, le camp CETA, le centre d'entraînement de troupes aéroportées. Et j'ai passé presque 3 ans chez le mari de la petite sœur de ma belle-mère. Et il va se passer bon nombre de choses là-bas effroyables, puisque je m'éloignais toujours du camp. Et un jour, malheureusement, je me suis fait saisir par 2 militaires, alors qu'on m'avait toujours dit « fais attention à toi, toi, tu as l'habitude de vivre ta vie, d'être en liberté, mais ici, c'est différent. » Mais moi... Esprit libre. Moi, ça ne rentrait pas. Je dis non, j'ai toujours fait ce que je voulais. Et même à 6 ans, ça sera le cas. Donc, les conseils des aînés, lorsqu'on te dit la vie, elle est dangereuse, elle est vraiment dangereuse. Puis j'étais un enfant, 6 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces 2 militaires ? Je le raconte en détail dans mon autobiographie. Et c'est toujours... c'est d'où l'intérêt justement de faire un roman pour éviter, parce que c'est des choses tellement extrêmes, tellement dures que ça réveille toujours ces sensations et on a l'impression d'y être. Donc, on va laisser les gens, s'ils ont l'opportunité, de découvrir par eux-mêmes, parce que déjà le fait de mettre des mots sur des douleurs, de mettre ça a été une démarche lourde, éprouvant. J'imagine. Qu'est-ce que c'est une journée dans un camp comme ça quand on est enfant ? C'est quoi ? Énormément de travaux qu'on est censé faire. Mais moi, enfant, à cette époque-là, lorsque tu es censé t'occuper de tout ce qui est les vêtements militaires, tout ça, le laver, faire certains travaux, pour moi, je me prenais pour un guerrier, c'était normal en fait. J'ai pas subi ça. En fait, ça m'a pas autant touché en fait que ce qui s'est passé avec ces 2 militaires en fait. Pour moi, je me prenais pour un soldat. À partir du moment où j'y étais, où ça faisait quelques mois, j'avais cette mentalité-là d'un guerrier. Chaque travaux, en fait, c'était un défi en fait pour moi. C'est là où j'ai vraiment appris la résilience, en fait. Le
le devoir. Qu'est-ce que vous En fait. faisiez? C'était quoi? C'était des exercices physiques? C'était Il y avait des exercices physiques, mais au-delà des exercices physiques, c'était beaucoup de travaux où on est censé laver les vêtements des soldats, tout ça. Donc le ménage au camp. Donc c'était beaucoup de travaux comme ça, quoi. T'as des souvenirs avec d'autres enfants aussi là-bas? Vous étiez nombreux? C'était Nous étions nombreux, mais moi en même temps j'étais à part parce que euh, je trouvais toujours le moyen de m'éclipser pour faire autre chose que les travaux qu'on était censé faire, en fait. Je m'éclipsais toujours, en fait. Et c'est ça, en fait, d'ailleurs, qui m'a valu, à force de m'éclipser et de me faire attraper par les deux soldats, en fait. J'étais un maillon libre. libre. Donc j'étais là, mais en 2-3 minutes, déjà éloigné très loin. J'avais cette capacité-là, avec vélocité, de m'éloigner, en fait, comme si j'avais un sprint à faire pour quitter un endroit A, pour aller à un endroit à B, mais je courais comme si, en fait, on me coursait, en fait. Et ça, c'était hallucinant, quoi. Et qu'est-ce que tu fuyais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu allais chercher? Je fuyais la vie qu'on m'imposait dans le camp militaire pour créer ma vie, pour faire ma vie. Ma liberté, elle était importante, même à cet âge-là, en fait. Je m'étais toujours dit, à ce moment-là, que tous les enfants qui sont au camp, vous êtes, entre guillemets, des suiveurs. Et moi, la seule différence avec vous, c'est impossible de m'imposer quoi que ce soit. En fait, je ne peux pas rester dans une... on ne peut pas m'imposer une structure, on ne peut pas m'imposer un cadre, en fait. C'était impossible. Et d'ailleurs, ça m'a suivi plus tard, étant donné j'ai dû absolument me discipliner en tout. Même lorsqu'on crée une famille, tu es obligé d'être discipliné pour éviter de papillonner d'un endroit à un autre ou de femme en femme, tu vois, par exemple. Et ça, c'était un grand pari aussi pour moi, de pouvoir à chaque fois me donner un cadre. Et les fondateurs aussi, en étant avec eux, ils m'ont donné un cadre de vie. Un cadre de vie. Quand tu es arrivé en France, donc ton père te fait venir. Voilà, à l'âge de 9 ans. Et c'est ce que tu racontes, c'est que il vit dans un studio. Il vit dans un studio avec mon frère et ma sœur, avec d'autres membres de la famille. On vit une quinzaine dans un studio. Une quinzaine. Et moi, les règles, c'était mon père, à partir de 21h, 22h, plus personne avait le droit d'aller faire ses besoins. Et moi, hors des questions. Je me levais, j'ai écrasé tout le monde. Et je passais. Et lorsque je revenais, Superman, wouh, bim, oh, ça rafraîchit. Ça rafraîchit. Parce qu'il me soulevait, il me balançait contre le mur. Après, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est très violent ce que tu racontes. C'était comme ça, et puis je m'évadais en direction du balcon, accroché, toi à minuit, en train de crier. J'ai commencé le Yamakasi très tôt. Et puis, par la suite, je pense que je me suis dit, soit c'est lui, soit c'est moi. Donc j'ai décidé de quitter le cadre familial. Et j'ai vécu pendant quelques mois dehors. En plus, manque de chance, c'était en hiver. Donc j'ai vécu un peu plus de 2 mois. Et après, par la suite, je fus placé en tant que... je fus placé par l'aide sociale en enfance. L'ASE, ouais. Quand tu étais dehors, comment ça s'est passé en fait? Comment tu vis, comment tu survis à ça? Je savais pas ça. Alors, à l'époque, on était à Villers-le-Bel, donc c'est la première fois que je prends le RER.
Et je me T'as quel retrouve à âge? Paris. Je devais avoir 11 ans. Putain. Et donc, je prends le RER pour la première fois à Paris. Et donc, je sillonne Paris. Je dors dans des cages d'escalier. La peur au ventre. Et j'ai l'impression qu'il y a une ombre qui me suit. En fait, c'était mon ombre. Ouais, mais la peur, c'était une peur immense, quoi. Immense. Et puis, Comment tu te nourris? la poubelle. Je fouille dans les poubelles pour ramasser des choses que les gens balançaient. En fait, je fais les poubelles. Je fais les poubelles. Donc, je vis comme ça. Et c'était des moments terribles. C'était des moments terribles parce que même alors, bon, là, ça fait un moment, mais et parfois, tu as des retours de ça. Tu sais, lorsqu'il pleut, tu tremblotes à l'idée au moment où tu t'étais retrouvé euh, dans la rue et qu'il pleuvait et que et qu'il faisait tellement froid et que tu cherchais. Parce que la chance à l'époque qu'on avait, en fait, il n'y avait pas dans les bâtiments, tu ne devais pas composer les codes, en fait. Et les portes, T'es ouverte. voilà, exactement, les portes des bâtiments étaient ouvertes. Donc tu pouvais rentrer et dormir dans les cages d'escalier. Et puis parfois, je me faisais rejeter. Dégage, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis après, il faut savoir qu'à l'époque, euh, en tant que noir, en tant qu'afro, c'était pas commun aussi. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte, en fait, à cette époque-là. Est-ce que Et t'as donc, paradoxalement, dans ces moments qui sont peut-être parmi les plus durs de ta vie, est-ce que t'as des moments de grâce, des jolies choses qui te sont arrivées? ouais, oui, et un jour, j'avais tellement faim que j'avais une douleur lancinante et le ventre, oh là là. Et c'était la première fois que le ventre me parlait en faisant des bruits, de multiples bruits, tu vois, de mon ventre. Et euh, lorsque je fouille une fois, à ce moment-là, je fouille une poubelle et j'arrive à trouver un morceau de pain moisi et je le mange. Je suis tellement content. Ça a été le moment le plus incroyable de ma vie. Et je marche un peu plus loin, 2-3 minutes, et là, directement, euh, ma dure réalité de la situation revient. Donc, c'était des moments de grâce, là, à cet instant-là, là où je peux avoir ce morceau de pain moisi, je me dis, waouh, quelle grâce. Et je mange, je déguste. euh, Quelques minutes plus tard, je reviens à ma réalité parce que je me dis, ben, ça change rien à ma réalité, ok. Ça m'a pas rassasié, mais j'ai été, j'étais nourri, pas complètement, mais c'était un moment de grâce. Et maintenant, qu'est-ce qui va être la suite pour moi? Qu'est-ce qui va être la suite? J'ai j'ai eu la chance dans mon parcours de vie d'aller à l'ASE, Mm. de rencontrer des gens qui s'étaient occupés d'une personne dans ma vie qui avait passé beaucoup Mm. d'années là-bas. J'ai été hyper touché de la tendresse que ces gens avaient. C'était bouleversant en fait. Pour eux, c'était plus qu'un boulot. En fait. Tu voyais pas ce côté juste taf, éducateur. Et vraiment, c'est comme si ils étaient accrochés à l'idée de protéger, tu vois, ces enfants. Je sais pas si tu as vécu la chose de cette façon-là, avec des éducateurs ou quand ça s'est passé, mais j'aimerais bien que tu me racontes ça. Alors, les travailleurs sociaux font un travail de cœur extraordinaire. Et puis aujourd'hui, je leur remercie parce ils m'ont donné et puis ils nous ont donné des bases. L'amour. L'amour. L'amour, c'était pour nous des pères, des substitutions, en fait. Ils remplaçaient nos parents. Donc, je leur remercie. Au-delà des mots, c'est
c'est incroyable. C'est ma maman de cœur, maman Fafa, ma famille d'accueil, qui m'ont, qui a été une mère de substitution, qui m'a donné tant d'amour pour guérir mes blessures d'abandon. Donc, ce que je lui dis souvent, lorsqu'on est amené à se voir physiquement et puis au téléphone, je lui dis éternellement merci infiniment. Éternellement merci infiniment. Merci infiniment. Parce que c'est des gens de cœur comme ça qui changent de vie, en fait. Parce que je me suis rendu compte de ce manque d'amour d'une maman lorsque, en 2001, le film il est sorti, que j'ai papillonné à des femmes en femmes, et cette blessure d'abandon a refait surface, qui a fait que aussi je me suis comporté comme ça, en fait, envers les femmes. Et elle, cette maman, a su guérir cette blessure, en fait. Parce que je me souvenais à chaque fois, lorsque on se voyait, le temps qu'elle prenait et les caresses, des mots d'amour, des gestes de tendresse, et que ça dépassait au-delà de tout ce que je pouvais exprimer, en fait. Mais malheureusement, il y a certains éducateurs, et moi je l'ai subi, qui profitent de faire ce métier-là pour faire des attouchements, des sévices sexuels. Moi, j'ai vécu ça personnellement. Et malheureusement, voilà, c'est une réalité. Et cette réalité-là, il faut la dénoncer. Il faut la dénoncer. Et la première fois que je suis arrivé dans mon premier foyer, et je me suis dit, waouh, ça y est, enfin, sauvé. Et puis, le soir même, Paul, le soir même, je vais vivre une scène effroyable. C'est un éducateur, parce que j'étais dans les lits superposés, tu sais, et donc moi je dormais non loin, et je vois cet homme euh, qui entre et qui fait des choses sur un enfant, et je suis tellement tétanisé. Il y a une, une peur immense, parce que tu es dans la capacité de faire quoi que ce soit, en fait. Et ça, il faut le dénoncer. Et ça, il faut le dénoncer, ça. T'as pu Il en faut le parler à dénoncer, il l'époque? faut Vous en avez pu parler. en parler? Tu t'as été écouté? T'as pu en parler, ou tu l'as gardé pour toi? Non, je n'en ai pas parlé, puisque, en fait, par la suite, aussitôt, c'était l'enfant qui avait subi ça. Je ne savais pas, plus tard, quelques semaines plus tard, que ça allait être mon tour, toi, par exemple. Et donc, lorsqu'on subit ce genre de choses-là, c'est comme si on était à son tour également bâillonné, en fait. On ne peut, à ce moment-là, c'est comme si on nous coupait la parole. Là où tu étais censé dénoncer, et en fait, c'est comme si on te verrouillait, en fait, la porte, toi, de pouvoir dénoncer ce genre de choses-là. Je crois que c'est aussi une histoire de conscience de pouvoir le faire. Mmh. Nous, on est parti en CM2 avec une classe verte, et il nous est arrivé la même chose avec un éducateur. Je pense pas lié à l'ASE, en fait. Je pense qu'il y a simplement des prédateurs qui, dès qu'ils sont autour des enfants, c'est d'ailleurs assez dur, nous, en tant que personnes qui ont été confrontées à ça, ou en tant que parents aujourd'hui, dit mais de garder notre calme par rapport à ce genre de situation, parce que c'est terrible. Mais à l'époque, je sais que moi, mes parents m'avaient vachement mis en garde par rapport à ça. Et ce mec était un éducateur. Le soir, c'était sensiblement la même histoire que toi. On était le soir, et en fait, il venait, il avait une barbe comme ça. Et il venait et il nous faisait un bisou le soir, tu sais, dans notre lit comme ça, tu vois, dans un... Et moi, je me souviens de mettre la tête sous les draps
mes parents m'avaient dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça, tu vois. Il avait pris des photos de nous dans les douches aussi. Ça a fini aux assises, hein. Il a été condamné. Ok. Et je pense que c'est une histoire, tu sais, de contexte. Nous, en tant que parents, on doit donner à nos enfants la possibilité d'en parler. C'est vrai que quand je suis rentré, j'en ai parlé parce que j'avais été alerté à ça, tu vois. Peut-être que toi, dans ton histoire, tu l'as découvert, la violence seule, en fait, de ce moment-là. Comment tu ne sais pas comment tu peux réagir à cette situation en tant qu'enfant. Tu sais même pas que ça existe, en fait. En fait, moi, ayant déjà subi ce viol au camp militaire, en fait, c'est comme si je m'étais dit à ce moment-là, encore, encore, une violence de plus, en fait. Une violence de plus que j'ai subie et qui m'a emprisonné. Qui m'a emprisonné dans le fait de plus en parler, en fait, une bonne fois pour toutes. Et puis, ça a été très dur, parce que même lorsque je suis là, avec toi, ou que je suis confronté lors du long-métrage avec Luc Besson, ou même avec les fondateurs, c'est pas seulement la personne Guilain et les autres. Non, c'est beaucoup plus que ça. Je traîne un lourd bagage, en fait, tu vois, ici, là, en face de toi, de pouvoir parler de certaines choses qui va me suivre toute ma vie, en fait. Bien que, au quotidien, je continue à faire des terribles efforts pour m'en sortir, mais ça me suit. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Et en plus de ça, en fait, je cumule les mandats parce qu'étant donné, je n'ai jamais été à l'école, donc ça amplifie encore mes problèmes. En fait. C'est pour ça que bien souvent, je demande aux gens, je me livre, je dis certaines choses, ne voyez pas que ça. De même, lorsque je suis confronté à Luc Besson, ne sachant ni lire et écrire, et comment j'allais m'y prendre, c'est pas seulement le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir été. C'est toutes ces douleurs-là, toutes ces blessures-là que je traîne, que je suis obligé de relever le pari, de faire de terribles efforts pour me dépasser, pour aller encore un peu plus loin, en fait. La même chose qu'on soit ici, c'est un vrai pari, et puis c'est important de le faire. Et je t'en remercie, le fait de changer ici. C'est moi qui te remercie, parce que ce que tu es en train permet de de tirer les partager choses vers le haut. ce que tu partages avec nous, c'est terrible et c'est magnifique, en fait. C'est terrible, ce que tu as vécu, c'est impensable. Et c'est magnifique de ce que tu en as fait, de ce que tu es en train de verbaliser, de tout ce que tu dis, parce que ce que on va aborder maintenant, c'est aussi tout ce qui est le beau, parce qu'en fait, finalement, tout ça, t'en as fait vraiment quelque chose de magnifique, jusqu'à aujourd'hui, qui est complètement incroyable. C'est pour ça que je t'ai rappelé. On a fait un long métrage ensemble en Thaïlande. Ça a été une belle rencontre. Ouais. J'étais assistant caméra à l'époque. Tout ce que tu dis là, tout ce que tu me racontes, je l'ai jamais imaginé. Pour moi, t'étais cet homme, on va en parler là, mais ce Yamakasi, je te vois sur des toits à 12, 13 mètres de haut, et les mecs, tout le monde est là avec les caméras en disant il va vraiment sauter là, il est pas attaché, mec, il va vraiment sauter là, c'est 10 mètres comme ça, mais il va se tuer. Enfin, tu vois, quand tu connais pas les limites, enfin, quand tu connais pas vos corps et ce que vous êtes capable d'en faire, pour toi, c'est impossible. Alors, que ce soit l'exploit physique ou autre chose, moi, je m'étais toujours dit, de toute façon, en général, les gens, ils s'en foutent de nos problèmes, en général. Et ce qui est important, c'est l'effort que tu es capable de faire ou pas. Et c'est ça que je m'étais dit, en fait. C'est ça que je me dis à chaque fois. Quel est l'effort que tu es capable de faire qui va créer la différence? Parce que l'autre n'est pas au courant de tout ce bagage, de toute cette blessure, de toute cette douleur, tout ça. Et comment tu vas t'y prendre pour te dépasser, pas pour prouver quoi que ce soit, mais tout d'abord pour toi-même.
Sur ton, on peut pas le voir là. Ouais. Je vais pas te demander. Mais sur ton torse, tu as un tatouage. Il y a écrit Yamakasi. Yamakasi. Ça, c'est un film qui est culte aujourd'hui au cinéma, qui est l'étincelle. Ce mot, c'est l'étincelle d'un nouveau sport, d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle pratique qui aujourd'hui s'est répandue dans le monde entier, Aux quatre coins du monde. aux quatre coins du monde, et t'en es un des fondateurs. Mm. Raconte-moi l'aventure Yamakasi. Parlons de choses qui nous interrompt un tout petit instant cet épisode. Si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder ou d'écouter, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut tout changer pour nous. C'est simplement de vous abonner. Juste en dessous de cette petite fenêtre, vous verrez, il y a une petite cloche. Subscribe, s'abonner. Si vous pouvez cliquer dessus, ça change tout pour la visibilité de Préface. On vous en remercie infiniment. Retour à l'épisode. Déjà, le nom Yamakasi, c'était un espoir en fait pour moi. Parce qu'au moment où j'ai vu des choses terribles, enfant, ado, et c'était à travers ce mot, ça me donnait du courage, ça me redonnait espoir en la vie. Et qu'est-ce qui veut dire le ce fait de mot rester en lingala, qui veut dire le fait de faire fonctionner sa tête avant l'action. Yamakasi, esprit fort. C'est-à-dire, avant quoi que ce soit, moi, avec mes douleurs, avec toutes mes blessures, je suis obligé de prendre un peu plus de temps que tous les autres, que toutes les autres personnes. Tu vois, le temps de poser, le temps de prendre du temps pour soi et de savoir prendre en compte les différents paramètres avant de passer à l'action. On ne peut pas tout simplement passer à l'action comme ça pour un mec comme moi qui a traversé autant de choses. Ça voulait dire ça. Et j'ai donné une particularité à ce mot, puisque en lingala, le dialecte congolais, en général, on dit makasi. Et moi, j'ai rajouté le ya qui signifiait c'est fort. Et je parlais de ce que je faisais, c'est fort. De ma démarche, de me dépasser. Voilà, au-delà de tout ce que j'avais vécu, en fait. Et lorsque je proposais aux fondateurs Yamakasi, et ils m'ont demandé de donner la définition, je leur ai dit, ça signifie que vous, les fondateurs, parce que je ne me considérais pas à ce moment-là comme un des fondateurs, c'était eux, les fondateurs, je leur ai dit, vous pratiquez une discipline forte. Votre philosophie, elle est incroyable, en fait. Comment c'est né l'art parce qu'on dit aujourd'hui on dit parcours, mais vous appelez ça différemment. À l'époque, vous appelez ça l'art du déplacement. On dit l'art du déplacement, parcours. À l'époque, pourquoi on avait choisi pour différencier entre parcours et l'art du déplacement? L'art du déplacement, c'est bouger son corps en utilisant son mental avec art. C'est pour ça que c'était important pour différencier entre parcours. Et après, au vu des problèmes avec les fondateurs, pour éviter d'utiliser le nom l'art du déplacement, un des fondateurs, tel que David Bell, a préféré donner le nom du parcours. Mais on était une même famille de l'art du déplacement. Bouger son corps en utilisant son mental avec art. Comment ça se passe? Vous êtes en train de marcher dans la rue, vous êtes entre potes, tu vois un immeuble et tu dis tiens, je vais grimper à cet immeuble. Tu vois deux immeubles décalés de 20 mètres et tu dis tiens, je vais sauter, il y a 30 mètres de vide, mais tout va bien. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là? C'est quoi le déclencheur? Ta première expérience, votre première expérience? Raconte-nous. Alors déjà, moi, ma première expérience, il est important de préciser qu'au moment où je rencontre un des fondateurs, Charles Perrière, je devais avoir 14-15 ans et je n'étais pas un pratiquant de l'art du déplacement parcours. Et j'étais un karatéka, Shotokan, les arts martiaux. Et Charles Perrière, j'étais un samedi en train de faire mes katas.
il aimait bien ce que je faisais et il me parle de l'art du déplacement. Et par la suite, il va me présenter aux autres fondateurs. Il y a Notre, David Bell, Sébastien Foucan, Malik Diouf, Laurent Piemontesi, Shaw, William Bell. C'est important de les citer parce que c'est les fondateurs qui ont mis en place l'art du déplacement, le parcours, qui ont fait un travail énorme sur la définition des techniques, sur la philosophie. Tout ça, ça prend du temps, mais les gens, maintenant, lorsqu'on voit des pratiquants pratiquer en utilisant les techniques du parcours, mais Vous les avez inventées. La base, ça vient des fondateurs qui ont fait un travail de malade, quoi, qui ont enseigné. Et moi, à l'époque, lorsque Charles me présente aux autres fondateurs, que je découvre David Bell à s'entraîner, mais il saigne lorsqu'il s'entraîne. Toi, ces entraînements, quand il tape au sol pour renforcer ses points, il saigne. Ouais, parce que vous aviez tout un entraînement extrêmement. aussi. Vous entraîniez votre corps, en plus de ça, vous aviez des entraînements physiques, vous travailliez votre flexibilité, votre tonicité, vos articulations, votre capacité de traction, tout ça. Je me souviens, tous les soirs, vous rentriez du tournage, vous alliez vous faire 1 heure, 1 heure et demie de salle, mais intensif. Voilà. C'était impressionnant. Voilà. Ça, c'est des années après, mais juste pour revenir, ce que j'étais en train d'expliquer, que hommage, honneur aux fondateurs avec tout le travail qu'ils ont fait sur cette discipline-là. Et puis, par la suite, on m'a initié à cette discipline et j'ai représenté la discipline du mieux que je pouvais à travers différents spectacles, longs métrages, etc. Mais c'est vrai que l'art du déplacement, les entraînements, c'est vraiment bien codifié. Il y a des renforcements du corps, les articulations. Tu passes par... à l'époque, on s'entraînait du matin jusqu'au soir. On passait par différentes phases. Tu vois, la préparation mentale, tu vois, la visualisation. Tu vois, avant même que... À l'époque, il n'y avait pas YouTube avec tout ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Oui, vous et donc... mais ces gars, ces jeunes hommes, avec qui on a 3 ou 4 ans de différence, ils avaient déjà tout codifié et ils étaient dans la visualisation avant même que, tu vois, qu'aujourd'hui, que je connaisse, tu vois, l'exercice de visualisation. Ils visualisaient, avant même de faire quoi que ce soit, visualise en fait ton saut. Et maintenant que tu as visualisé, il y a des techniques particulières pour t'entraîner qui va faire en sorte que tu vas sauter à un certain niveau et atterrir sur la pointe de pied comme des ressorts, suivi d'une roulade qui va amortir le choc. Le plus gros saut que t'aies fait au tout début, ça t'a fait quoi comme impression? Je me suis fracassé, oui. Le plus gros saut de 7 à 8 mètres, je me suis fracassé. Parce que, de toute façon, à un certain niveau, même si tu as appris la technique, mais le temps de t'habituer à cet impact, tu sais, quand tu sautes d'une certaine hauteur, il y a l'impact, quoi. L'impact. Tu vois, ingurgiter tout ça au moment de l'impact, ça met des années. Tu subis. Et tout remonte. Tout dans ton corps. Et ça, il n'y a que l'expérience et les années, en fait, pour savoir que toute cette énergie-là, comment tu dois l'évacuer à l'instant même. Au moment où va venir l'impact, comment tu évacues directement tout ça, suivi d'une roulade, mais il y a une technique avec la respiration, inspiration, expiration, pour évacuer tout ça, pour être tout en douceur. Parce qu'il y a la compréhension et il y a le fait de vivre l'expérience sur le moment, l'assimiler complètement dans la réalité du faire. C'est en faisant, avec les années. La discipline, elle est médiatisée et Luc Besson vous appelle. Comment ça se passe? Comment tu te retrouves dans le bureau de Luc Besson? Alors, avant même
qu'on puisse rencontrer Luc Besson. Il faut savoir, en 98, 99, on faisait pas mal d'émissions TV pour promouvoir la discipline. Et donc, on avait rencontré plusieurs productions, producteurs, réalisateurs, que ce soit Canal+, M6, TF1. Et puis, et oui, on avait rencontré aussi, on était à certains des membres fondateurs étaient sur le spectacle Notre-Dame de Paris en 99, qui a eu la tournée internationale. Donc on sortait de Notre-Dame de Paris. Donc la grande majorité était sur Notre-Dame de Paris et l'autre essayait de promouvoir via des événements, spectacles, à travers différents pays, beaucoup en Allemagne. On a beaucoup fait des allers-retours en Allemagne, et tout en continuant à faire des émissions TV. Et c'est la femme de Luc Besson, Virginie Silla, qui nous a repérés. Elle en a parlé à Luc Besson, et puis quelques semaines à peine, on se retrouve face à lui. Ah, waouh, Luc Besson. Waouh, c'est fascinant. C'est fascinant. Il y a à l'époque, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, c'est pas le Luc Besson d'aujourd'hui. Chaque époque a son moment d'apogée, en fait. Tu vois, le Luc Besson d'aujourd'hui n'est pas Luc Besson d'il y a quelques années. Le Grand Bleu, Ouais. Nikita, Léon. plein de longs métrages, Léon. Ah, c'est immense. C'était le Luc Besson de l'époque, en 99. Où, bien que le Grand Bleu est sorti lorsque j'avais 13 ans, hein, et j'ai 22 ans au moment où Luc, il nous dit, hey, les gars, vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Des compliments. Et puis, moi, je suis hypersensible. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Et on avait entendu tellement des histoires dans le milieu artistique, les histoires de cul, quoi. Donc je me dis, ouais, au moment où Luc Besson nous demande de lui rendre un service, tu vois, moi je vais très loin, tu vois, dans mes réflexions, en fait. Je me dis, soit il veut nous demander quelque chose de bizarre, tu vois, avec tout ce que j'avais vécu, mon passé, mon parcours. Ouais. Je me dis, mais Luc Besson, en fait, il veut nous demander quelque chose de bizarre. Je commence à partir dans mon univers, dans mon monde, dans mes réflexions, et il nous dit, les gars, rendez-moi ce service et je vous promets, après, je fais votre film. Quel service? Quel service? Les ninjas en Taxi 2. Je vous vois dans les ninjas. Vous allez incarner des ninjas dans Taxi 2. Waouh! Waouh! Un Luc Besson qui nous supplie d'incarner des ninjas dans Taxi 2. Après, je me dis, mais en fait, il doit avoir Anguille sous roche, peut-être le tourner gratuitement. Et donc, il y a un des fondateurs qui lui dit, Luc, tu veux qu'on tourne, qu'on incarne des ninjas dans Taxi 2 gratuitement, c'est ça? Mais non, les gars, pas gratuitement quand même. Parce que nous, lorsqu'on nous demande de rendre un service, Paul, c'est un service, un service. Mais on ne connaissait pas tout à fait les termes, tout ça. Et je pense que Luc Besson, en bonne intelligence, c'était un moyen aussi pour voir si on allait, si ça allait matcher dans le monde du cinéma. Parce que cette expérience-là, elle était importante, si on allait être à la hauteur. Donc, c'était pour moi, hein, avec le recul aujourd'hui, je me dis que c'était également un test. Un test. Et le test, apparemment, s'est très bien passé. 1,5 million d'entrées. Et puis après, on a enchaîné avec le premier film. Ouais. 1,5 million d'entrées. C'est un carton colossal. Oh là là, tout le monde en parle.
C'est aujourd'hui encore un film culte pour, je pense, même de génération en génération. Euh, je pense que je montrerai ça à mon fils de 4 ans et demi, il trouverait ça toujours aussi génial. Mes pieds ont quitté terre. Tes pieds ont quitté terre. Mes pieds ont Ça a été quitté une terre. aventure folle parce que on recevra, je pense, un jour Julien Seri ici Mais avec plaisir, nous, avec plaisir. qui est le Gigi. co-réalisateur, Ouais. réalisateur, c'est Ouais. difficile Le réalisateur qui a voilà, démarré. le réalisateur de Yamakasi, Ouais, du qui a vécu Yamakasi. une histoire Incroyable. incroyable et avec compliquée nous. avec, pendant le tournage. Luc, c'est un cas. Hein. Bon. Ah, c'est C'est avec le personnage. C'est un personnage. avec ce succès arrivé effectivement une capacité à fabriquer, à faire des films avec beaucoup de facilité. Et je pense que Julien s'est confronté à la vision que Luc avait de ce qu'il était en train de créer. Et donc voilà. Mais j'espère un jour qu'on pourra aborder ça avec Julien, parce que avec Gigi, Gigi, avec plaisir, ouais, avec parce plaisir, que c'est une sacrée aventure, ce film. avec plaisir, parce que l'expérience a démarré avec lui, et c'est pour ça qu'il était important, après ce long métrage Yamakasi, les 7 samouraïs de temps moderne, de continuer, peut-être pas de continuer, mais d'aboutir au Fils du Vent. Ouais, qu'on a fait ensemble en Thaïlande. Exactement. C'est là qu'on s'est rencontrés. Avec Julien Seri, qui est le réalisateur de ce grand film, aussi, qui est fascinant. Ça nous a fait... Il y a une histoire qui est d'image. Incroyable. On en a parlé tout à l'heure quand t'es arrivé. Julien me dit... la première fois que j'ai entendu parler de toi, moi j'étais à l'hôtel. Et Julien dit mais non, mais qu'est-ce qui se passe et tout, non, il y a un problème à l'embarquement avec Guilain et tout. Je me dis qu'est-ce qui se passe et tout. Il prend le téléphone et mais Guilain, qu'est-ce qui se passe? Guilain, qu'est-ce qui se passe? Et Julien avait à l'époque un téléphone. Il avait fait une publicité pour Itinéris à l'époque, anciennement Orange. Et le film avait tellement cartonné qu'il lui avait donné un abonnement gratuit Worldwide, tout le truc qui n'existe pas, même qui n'existe même pas encore aujourd'hui, tu vois, qu'il a gardé pendant des années. Et donc il est au téléphone en train de régler ce truc-là. T'étais arrivé à l'aéroport avec ta télé cathodique de l'époque, parce que tu t'étais dit putain, mais moi, si je peux pas partir sans ma téloche. On était au Sheraton, enfin moi je n'y étais pas à l'époque, mais toute l'équipe était au Sheraton à Bangkok, dans un hôtel incroyable. Je pense que tu savais pas où t'allais, en fait. Je pense que t'avais pas conscience de ce que UGC était en train de faire pour vous, que t'étais en train de devenir une star de cinéma, quoi, tu vois. Ouais, j'étais loin de tout ça. T'étais loin de tout ça. Tu t'es dit putain, je vais partir avec ma valise et ma téloche. Et donc ça, je serais tranquille. À l'embarquement, je serais tranquille. Le fou, un fou pour attraper un fou. À l'aéroport, ils t'ont vu arriver avec ton tube cathodique. Non, mais incroyable. C'est incroyable. Mais en fait, il faut savoir, moi, de même, lorsque Besson nous demande d'incarner des ninjas dans Taxi 2 et puis qu'après, il allait faire notre film, il se trouve qu'il y a un problème, puisque je ne sais ni lire ni écrire, et pour moi, ce n'est pas un problème. Il y a toujours une solution. Même si j'étais confronté. C'est fort, parce qu'aujourd'hui, ce livre, tu l'as écrit. Et ça a été une démarche importante pour moi. Magnifiquement même écrit. Si je fais des fautes. C'est super beau. Mais c'était important de relever le défi, que c'était. T'as quel âge quand t'es devant Luc Besson? T'as quel âge? 22. T'as 22 ans, tu sais pas lire, tu sais pas écrire? Non. Donc, non, pas du tout. Et pour moi, c'était pas un problème, parce que je m'étais toujours dit qu'il est possible de trouver une solution. Mais je ne savais pas quelle était la solution à ce moment-là, mais il y a bien une solution. En tout cas, une fois qu'on sort du bureau de Besson, à cette époque, c'était dans Paris, contrairement à la rue, non. Contrairement au studio de la à l'heure actuelle, exactement, à Paris. Et les fondateurs, ils me disent, mais Guilain, comment tu vas t'y prendre? Parce que la réalité est que t'as des troubles sévères du langage, donc bègue du surcroît, et puis il se trouve que tu ne sais ni lire ni écrire.
comment on va faire avec toi? Je dis, mais les gars, il y a toujours une solution. Non, non, non. C'est génial. On tourne un peu de C'est pas grave, temps. on s'en fout. On allez, tourne un t'inquiète. peu de temps. Comment tu vas t'y prendre pour apprendre tes dialogues? Je dis, mais je vais trouver une solution, je vais apprendre. Guilain, tu rigoles ou quoi? Et je rassure les fondateurs que faites-moi confiance, je trouverai une solution. Je trouverai une solution. Il y a une solution. Donc je rentre à la maison, à l'époque, je vis chez mon père. Et j'ai ma sœur avec qui on a 6 ans de différence. Donc elle est très jeune. Et je lui pose la question, je lui dis, comment on fait pour apprendre à lire? Interloqué, il me dit, mais elle découvre que son grand frère ne sait pas lire. Je dis, mais elle me répond, elle me dit, mais tu n'as qu'à lire. Tu prends un livre et tu lis. Je dis, mais non, je vois les gens lire, mais j'ouvre un livre, j'arrive pas à lire. Comment on fait? Et après, elle me dit, ah, ok, il faut que tu apprennes l'alphabet. Je dis, on est obligé? J'ai pas un shortcut là. Génial. Et donc, elle t'apprend non. l'alphabet? Non! Non, elle t'apprend pas Non, non, l'alphabet. non. Elle me dit seulement, ah, en fait, j'ai compris ton problème. Tu ne connais pas ton alphabet, donc il faut que tu apprennes ton alphabet. Je dis, je suis obligé de passer par là. Elle fait, bah, sans ça, ça va être compliqué. Il a... Ok, ok. Et Paul, je te promets, pendant, je passais du temps, jour et nuit, à chercher la solution. Aux toilettes, je m'enfermais et mon père, il tape, sors des toilettes, qu'est-ce que... Je pensais que la solution allait venir aux toilettes, toi. À poser aux toilettes et je réfléchissais, quelle est la solution? La solution pour apprendre à lire, pour que je puisse apprendre mes dialogues. Comment je vais m'y prendre? Et à force de chercher, une idée m'est venue. Mais, Guilain, c'est simple. Trouve une personne qui sait lire et tu vas utiliser ta mémoire affective de tes traumas. Et lorsque tu vas trouver cette personne-là, il va te dire ce que ça signifie. Par exemple, jeune de banlieue qui sort de l'hôpital, c'est quoi un jeune de banlieue? Et il te définit chaque mot, chaque phrase, et toi, tu vas le mémoriser comme une photo. Tu sais, lorsqu'on vit des traumas, on a tendance à enregistrer, telle une photo, les mots et les phrases. Et moi, j'ai mémorisé chaque mot, chaque phrase. C'est énormément d'énergie. Telle une photo, et ça, tu n'oublies jamais. En fait. C'est comme ça que je connaissais les dialogues, le scénario par cœur. Tout le scénario. Oui, parce que j'ai photographié les mots avec ce que me disait en fait la personne, Xavier, qui me définissait jeune de banlieue, ok, regarde ces mots, et qu'est-ce que ça signifie là, au moment où la scène où on sort de l'hôpital concernant le petit Jamel qui est à l'hôpital, ok, définis-moi, ok, laisse-moi enregistrer ce que tu es en train de me dire avec le mot que je suis en train de visualiser. Donc, et je développe des émotions sur la phrase en question. C'est comme ça que j'ai appris, en fait. Incroyable. Ouais. Et plus tard, en tant qu'autodidacte, j'ai appris mon alphabet, Et ça donne ce magnifique bouquin. Et exactement. Et puis j'ai découvert la force de la lecture, le fait de lire. C'est tellement essentiel à la Mais en lecture. fait, on sent C'est cet tellement essentiel à la lecture. amour. Même C'est si je complètement continue- dingue parce que ton Même livre. si j'en fais des fautes, je continuerai à faire des fautes, mais je vais dire, je fais des efforts. On s'en fout, c'est le je fais cœur. des efforts. C'est ton cœur C'est qui parle. important et C'est ton cœur qui il faut parle. Ça continuer se à sent. faire des efforts. C'est fou Donc, parce c'est que comme ce que ça. tu décris, on le sent, l'amour des mots. On sent que tu as envie de belles phrases. Ton vocabulaire, il est riche. Tes images, d'ailleurs, que tu décrives, elles sont hyper fortes. Et il y a cette élégance, cette douceur. Le
Il y a une noblesse dans la manière dont tu écris. C'est vraiment touchant et vraiment, vraiment je te félicite parce que c'est un Merci. sacré achèvement. Merci. L'un des paris, c'était que les gens, les lecteurs, puissent se plonger au sein de cette histoire, en fait, qui je suis en fait leurs yeux. Ce qui est beau, ce que tu dis, tout ce que tu décris, je trouve ça très beau parce que ce que tu décris comme mécanisme d'utiliser des images avec les mots, en fait, ton livre, c'est que des images. Voilà, c'est exactement. des images qui te viennent comme ça. Je ne sais pas comment tu arrives à faire ça. Mais c'est comme ça que j'ai appris bon nombre de choses, comme le fait de passer son permis de conduire, de passer son... Alors, c'est de justement passer son certificat de un chauffeur très de bon taxi. lien. C'est ça, c'est un très bon lien. Et tu sais comment j'ai fait pour passer mon permis de conduire? J'ai commencé la formation et je faisais toutes les rues. Donc, je me levais à 4h30 et j'allais à l'endroit. Donc, je prenais le premier bus ou le premier train. À l'époque, j'habitais à Noisy-le-Grand, donc je traversais pour aller à Gagny, à Chelles. Chelles, tu connais? Ouais. C'est 93. Et j'allais très tôt et j'ai barricadé toutes les rues là où je devais passer, en fait, en véhicule, avec les moniteurs, tout ça. Et j'ai enregistré chaque rue dans ma mémoire affective. Voilà. Et donc, je passais le matin jusqu'à à midi. Et puis, l'après-midi, j'enchaînais à l'auto-école. Mais je passais mon temps, chaque rue, en train de photographier en fait, les rues pour que lorsque je serai en conduite, lorsqu'on va me demander telle rue, que je n'ai pas à lire, en fait. À lire. Voilà, et que c'est des photographies, on me dit, telle rue, je la connais. T'imagines l'énergie énorme que ça te demande j'ai de encore faire ça. fait plus fort, Paul. J'ai même failli, j'ai emprunté l'autoroute. J'ai commencé à vouloir faire le circuit de l'examen en prenant la bande d'arrêt d'urgence à pied. Je me suis fait klaxonner. J'ai dû faire demi-tour. Et même mon cerveau a dit « Non, Guilain, là, t'en fais trop. T'as fait toutes les rues de cette ville à Gagny et que c'est très bon. Tu connais toutes les rues. C'est bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et pas emprunter l'autoroute Google parce que ça Guil. devient dangereux. Exactement, mais c'est comme ça. Et j'ai mis en application des années plus tard, lorsque je me suis retrouvé à bon nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'après le film, j'ai perdu ma maison, ma femme, et il a fallu que je travaille. Et donc, l'un des métiers, j'ai fait plus d'une vingtaine de métiers, et l'un des métiers que j'ai exercé, ça a été chauffeur de taxi parisien. Et j'ai mis en application la même stratégie, en fait. C'est-à-dire que j'ai sillonné les rues de Paris pour photographier les rues. C'est comme ça que je suis tombé sur une rue que je connaissais par cœur. Et lorsque l'examinateur m'a donné cette rue, j'ai dit « Ah, ça y est, je viens d'obtenir mon certificat de chauffeur de taxi !» Oui, j'étais déterminé. Le cadeau de la vie. Ah, mais déterminé. Je dis, je connais cette rue. Parce que parfois, lorsque tu maîtrises tout, mais que tu es... Le certificat de chauffeur de taxi, c'est... Parle-en avec les chauffeurs de taxi, tu vas voir. C'est pas Uber. Hein. C'est extrêmement dur. C'est dur. Parce que j'ai même fait un pari avec un ami qui était chauffeur de taxi, et c'est lui qui m'a conseillé justement d'exercer ce métier. Il a fait un pari avec moi que si j'obtenais les certificats du premier coup, qu'il allait me le payer 2800 €. Et il a perdu son pari. Wow. Parce que lui, ayant des diplômes... Bravo, merci. Avec des diplômes, il avait raté 2 fois. Et donc, il a cru que... Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire qui est jolie? Ce que tu racontes, c'est exactement ce qui s'est passé pour Eugène Bullard, qui est le premier pilote de chasse noire de l'histoire, qui est un fils d'esclave américain. J'ai fait un court-métrage là-dessus, c'est une histoire que j'adore. Magnifique. Il a fils d'esclave américain, il finit en France parce qu'il est boxeur.
Et il tombe amoureux de la France au moment de la Première Guerre mondiale. Il décide de s'engager dans l'armée parce qu'il aime la France, il aime une femme. Il décide de s'engager dans l'armée et il finit à Verdun où il est blessé 2 fois, croix de guerre, acte d'héroïsme. Et on lui dit tu peux plus te battre. Et à ce moment-là, il rencontre des mecs dans un bar à Paris et il dit mais moi je veux continuer à me battre et tout. Et ils parlent tout autour d'une table, c'est la même histoire que toi. Et ils disent, et il y en a un qui dit bah, le seul moyen ce serait que tu deviennes pilote mais tu pourras jamais devenir pilote. Voilà, Et il dit bah, tu sais quoi, je vais devenir pilote de chasse. le pari est pris. Et ils font un pari. Mm. Et il lui parie qu'il deviendra le premier pilote de chasse noir de l'histoire. Et c'est ce qu'il va devenir, Oh là là, Eugène Bullard. oh là là, Et extraordinaire. sur son avion, c'est un truc qui va beaucoup te parler, je pense, il y avait une phrase écrite. En anglais, on dit « All blood runs red » et en français, c'est « Tout sang qui coule est rouge », quelle que soit ta couleur de peau. Quel que soit. Quel- Faut dépasser ça. Et sur son avion, il y avait ce cœur transpercé d'une lame avec cette... Et il a eu une victoire au combat. L'histoire est incroyable. J'ai pas réussi à le monter au cinéma, mais je me bats ardemment pour y arriver. Ah, ben. Mais voilà. Et quand tu me racontes ça, c'est exactement la même histoire. Le mec te paye Ah, mais Paul- te paye ton truc. Ah, mais- C'est génial. Ah mais Paul, c'est ça. Moi, ce que je trouve fascinant, en fait, lorsqu'on est confronté à un problème, c'est cette capacité-là à trouver des solutions et pour dépasser les problèmes que l'on rencontre. C'est ça qui me fascine. Parce que même au moment où je rencontre les fondateurs, je les connais mieux que eux me connaissent. Parce que je sais à qui j'ai affaire au moment où je les rencontre. J'ai affaire à des jeunes hommes qui sont tellement intransigeants, tellement exigeants que tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit de dire ah, moi. Et ça, je l'ai su. Je l'ai su direct. Et C'est vrai j'ai qu'il y a une analysé la forme de situation. code d'honneur comme ça dedans qui est très fort. Hein. Eux, en tout cas, ils étaient tellement exigeants qu'ils ne pardonnaient. Lorsqu'on se plaignait, ils t'écartaient direct. Et j'ai observé les gars, je me suis dit, ok, alors, Guilain, si tu leur racontes ton histoire, oui, l'abandon de ta mère qui te fait souffrir, et que tu traînes comme un boulet avec cette énergie qui est lourde, et tu as été dans un camp militaire, qu'on t'a fait un 2e trou de balle, parce que c'est exactement ça, en fait, la réalité. J'ai 2 trous de balle. Il rigole. Non, mais c'est vrai. T'arrives à me c'est faire vrai. sourire avec tes conneries. non, putain. mais 2 trous de balle. Et puis, une fois que tu arrives en France, en tant qu'enfant placé, t'enchaînes plus d'une dizaine de foyers et familles d'accueil. Et exactement, dans ce 2e trou, on t'enfile encore, tu vois. Et t'as une histoire lourde. Si tu leur racontes, c'est mort parce que à ce moment-là, je pensais qu'ils allaient le recevoir comme excuse, comme des excuses. Et pour moi, c'était hors de question, en fait. C'était plutôt comment j'allais m'y prendre pour relever le défi, être avec ces fondateurs en sachant que ils allaient m'aider à m'améliorer et ça allait être la chance de mon existence, entre guillemets, en étant avec ces jeunes hommes. Et ça a été entouré. le cas. Mais ça a été le cas, j'ai saisi ma chance. Je saisis ma chance. Et t'as pas arrêté de le faire parce que tout au long de ton cheminement, à chaque fois, tu te réinventes, à chaque fois, tu rebondis, à chaque fois, en fait, t'es inarrêtable, t'es un soleil, tu t'adaptes. Parle-moi de ta vie d'aujourd'hui parce que, Guil, je suis tombé sur une vidéo, je t'ai appelé là, il y a 5 jours, hein. Ouais. Je suis tombé sur une vidéo, Ouais, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ton histoire, elle est folle. C'est quoi la vie de Guilain aujourd'hui? C'est quoi la vie de Guilain aujourd'hui? Une chose est sûre, même lors des interviews, lorsque je me marre, j'ai compris en fait le sens de la vie. On vit des expériences et il faut la vivre à fond. Il faut la vivre à fond parce que au moment lorsque le film en 2001 cartonne et que je crois que j'avais réussi, j'ai dit ouais,
après avoir vécu des choses terribles, l'enfance terrible, les souffrances à dormir dehors, je me dis, voilà, les récompenses. Ça y est, c'est bon, on va pouvoir se poser, je vais pouvoir profiter avec des possibilités financièrement que j'ai. Mais en fait, à partir du moment où le film cartonne, que Besson nous dit, votre vie va changer, ça va être les débuts des problèmes. Ça va être les débuts des problèmes parce que plus tard, en 2006, je me retrouvais à dormir sous le pont Mirabeau. J'y passerai 3 ans à dormir non loin de là. J'ai même croisé Sonia Roland un matin. Elle me voit, elle s'éloigne, mais pourtant, elle était avec un garde du corps assez balèze. Tu vois, elle me voit, et je pense qu'elle allait me reconnaître. Mais et je me dis, au final, au départ, j'ai traîné dans le 16e arrondissement, mais j'ai commencé à m'éloigner, à aller en direction du 15e arrondissement, du Plex, euh, métro duplex, la ligne 6, plutôt là. Et c'est extraordinaire, je me dis, il y a quelques années, j'étais là, on m'applaudissait. Rocket, rocket. Et là, maintenant, les gens s'éloignent de moi. Et je suis délaissé, livré à moi-même. Et je suis foutu, je suis enterré. Et en fait, je ne le savais pas, mais j'étais en train de... On m'a semé et j'étais en train de pousser, en fait. J'étais en train de vivre une expérience qui devait me faire grandir, m'améliorer. Et c'était important de l'expliquer parce que même lorsque je trouvais le moyen de me laver en vivant dehors dans le froid, en 2006, 2007, j'avais toujours cet espoir-là que on peut toujours s'en sortir et il faut voir les choses positivement, il faut garder le sourire. Et c'est là où je rencontrais Manu, mon ami d'enfance, avec qui on a été dans un foyer dans le Loir-et-Cher, qui est chef cuistot, Manu Chef, que je salue. Maintenant, il est installé à La Rochelle et c'est lui qui va me héberger chez lui et je vais pouvoir rebondir. Et aujourd'hui, ma vie d'agriculteur, éleveur, producteur, c'est fascinant parce que tout est parti dans le fait on se retrouve face à un problème concernant notre alimentation, les pesticides, les additifs. Je me dis, mais en fait, j'observe la situation, je me dis, moi, qu'est-ce que je peux y faire en sachant que nous sommes empoisonnés? Qu'est-ce que je peux y faire? Je peux mettre des choses en place qui est liée à l'élevage de porc en devenant agriculteur. Au moins, comme ça, je pourrais proposer des produits de qualité aux consommateurs. C'est génial. Et voilà, c'est parti de là. Mais tout n'était pas gagné. Il fallait réfléchir à un projet de vie et il fallait être en accord avec sa moitié, sa femme, parce que sinon, c'est extrêmement dur ou impossible. Et donc, il faut se mettre en accord. Et comme de son côté, c'était hors des questions, mais je me suis dit, tout ce que j'essaie de mettre en place, ça fait sens. J'essaie juste de riposter par rapport à un problème que je suis confronté et que bon nombre de personnes, ils savent que nous sommes empoisonnés, mais on continue à bouffer des produits des industries agroalimentaires. On est dans une société anormale, quoi. Ah, et moi, je veux me mettre en action et je veux me changer, mais pourtant, Paul, je déteste tout ce qui est euh, je suis une personne qui aime trop la propreté. Et donc, tu peux te rendre compte comment j'ai dû me faire Violence. violence, comment je suis passé par... Il a fallu que je me change. Je change certaines choses en moi, me dépasser. Parce que je suis devenu, avec le film, je suis devenu une personne très soigneuse,
propre, tu vois, l'image. Ouais, une meuf, quoi. Tu vois. Je Une sais meuf, pas, mais une on meuf. est tous un peu comme ça maintenant. Non, mais une meuf, mais moi, Ouais. encore pire, je passe 1 heure à la douche. 1 heure à la douche et 1 heure à mettre de la crème, tout ça, à prendre soin de moi, tu vois. Et tu regardes, en fait, ma peau, tu vois, j'ai une belle peau, tout ça. Même ma femme me dit, mais c'est Comment pas tu fais possible. pour avoir une peau pareille? Ouais, grave. Ben, parce que je prends soin de moi, je prends du temps pour moi. Je parle à ma peau. Je parle à ma peau lorsque je mets de la crème, une meuf, quoi, une vraie meuf. Mais après, je me dis, non, c'est pas une vraie meuf. J'ai envie d'avoir une belle peau. J'ai envie de sentir bon, de moins puer de la gueule, moi, tu vois, prendre soin de soi, c'est important. C'est pour ça que à l'heure actuelle, j'ai presque 50 ans, mais je fais pas mon job. Ah, Tu vois, tu je fais fais pas vraiment mon... pas 50 ans. Je Ouais, pense peux que tout le pas monde mon- va tomber de sa chaise Ben, quand on va savoir que tu as 50 ans. Hein. ben, c'est pour ça que j'ai su très tard l'impact de l'alimentation, en fait. Et donc je pense que c'est un aujourd'hui, tout. Le fait de faire attention à ce que l'on mange et puis de pratiquer une activité physique, donc c'est un tout, c'est un tout. Et pour revenir attends, parce que je veux que les aujourd'hui, gens aient conscience de ce que tu as fait. Tu as créé un élevage, c'est un message fort. J'ai ouais, créé des élevages, des élevages, parce que des tu l'as élevages. fait et au Au Congo, Congo et ici et en France. Voilà. Où ça, en France? Alors, Près de Limoges. voilà, on est à 35 km dans un village à Saint-Priest-les-Gours. Et c'est là où on a trouvé notre endroit où on voulait mettre en place notre projet de vie. Mais avant même qu'on puisse mettre en place ce projet de vie, parce qu'on a quand même sillonné, on a fait pas mal de corps de ferme, mais en 2017-2018, j'ai décidé de quitter le Congo. En même temps, pas pour prouver à ma femme, mais pour... à la base, je voulais mettre en place des établissements scolaires et liés avec l'alimentation. Et donc, je suis allé dans cette optique-là. Le Congo, d'abord, mes origines, mes racines. Et puis, ça allait donner aussi une possibilité à ma femme de voir ce dont j'aspirais, ce dont je parlais, que c'était concret, que c'était sérieux, et j'étais déterminé qu'on était dans quelque chose de vraiment lourd, fort de sens. Fort de sens, l'alimentation. Vous avez créé une exploitation qui fait... Alors tu dis oui, c'est petit et tout, mais pour Ouais, nous, c'est c'est énorme. petit. 30 hectares. Voilà. 30 hectares. 30 hectares, mais c'est petit pour un agriculteur. Hein. Non, c'est pas petit. Les Oui, pour un agriculteurs, agriculteur. En moyenne, C'est on est quoi, à c'est 100, quoi ta relation avec 100 les hectares. agriculteurs? Ils voient arriver un Yamakasi, Ouais, ils voient un Kebla, ils voient un Blacos, comme ça, ils voient un Blacos, avec son tracteur. Ils voient un négrillon. Comment ils ça voient- se passe? Ils Comment voient un ça se passe? négrillon. Ils voient un négrillon arriver. Mais qui c'est ce banlieusard, négrillon? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais lorsque on échange, ils comprennent tout de suite à qui ils ont affaire. Et puis le fait d'être le fait d'être conscient dans quelle situation qu'on se trouve à l'heure actuelle et d'en parler, d'échanger avec des gens d'expérience en bonne intelligence, ils captent très vite. En fait, ils Ils tombent captent très aussi, ils sont Je suis aussi le charmés seul par noir le... Ouais. agriculteur. En tout cas, je n'ai pas rencontré. J'en ai pas rencontré. C'est vrai que t'es une icône. J'en ai pas rencontré. J'en ai pas rencontré. Et c'est un fort message que j'envoie. C'est un fort message. Un mec comme moi, au vu de mon parcours. Et voilà, ça montre que c'est pas l'intelligence qui fait qu'on met tel ou tel un projet en place. C'est vraiment la détermination et qu'on a et le fait de se changer, en fait. Il faut se changer et on aspire à être meilleur. On aspire au mieux. Pas au plus, mais au mieux. Au mieux pour nous, pour les autres. C'est très important. Et le projet qu'on a mis en place, ma femme et moi, c'est exactement ça. Au Congo, l'élevage au Congo. Et puis ici, le fait une fois, en 2017, qu'on a mis en place l'élevage de porc au Congo. Et ça a montré à ma femme que c'était possible. Je l'ai fait sans elle, même si on est ensemble. Mais j'ai quitté la France
où je me suis mis dans des conditions, on va dire, entre guillemets, précaires, quoi. Hein, c'est-à-dire que Et ça te fait pas peur, ça? tu es dans des conditions où tu te laves avec un seau d'eau, Ouais. tu vois, j'étais confronté à la réalité, quoi, à la dure réalité. T'es fier de... Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait le môme, le gamin que t'étais, là, qui voulait toute cette liberté, cet extérieur, qui te regardait aujourd'hui, te dirait quoi? Ou tu lui dirais quoi? En fait, Guilain, tu avais complètement raison, puisque à l'heure actuelle, tu es retourné à la forêt, au vert, tu es retourné à l'essentiel, à la nature. Ça, j'en suis fier. Tu vois, le fait de jeune, je pensais que le contact avec la nature, tu sais, enfant, lorsque je m'éloignais, que je me retrouvais à la forêt en contact avec la flore, la faune, tout ça, et je bouffais même la boue. Toi, pour goûter, toi, les sensations. Tu veux sentir, Le contact avec la nature. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque j'ai une fille de 5 ans, la dernière, et lorsqu'elle fait ça, je dis à ma femme, laisse-la bouffer, laisse-la bouffer. Laisse-la bouffer, laisse-la bouffer. Mais les enfants, c'est ce qu'ils font à cet âge-là. Ils touchent, ils sentent, mais nous, on leur dit, non. Mais on l'a fait tous. Laisse faire l'expérience. Ouais, bien sûr. Faire l'expérience, le contact avec avec la terre. La terre, c'est nous. C'est notre être. Et au-delà des mots, au-delà des phrases, il y a un contact avec nous-mêmes, en fait, qui est... Il y a une connexion. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de phrases pour le définir, ça. Et même... le fait aujourd'hui d'être agriculteur, éleveur de porc plein air, et lorsque je suis en contact avec la terre, je prends le temps de travailler la terre, et je sens qu'il n'y a pas de mots pour définir ce que je ressens. Il n'y a pas de mots. Pourtant, lorsque j'ai décidé et que ça va être ça, le projet, et je veux faire le nécessaire, je veux me changer pour mettre en place ce projet de vie, je ne m'attendais pas à découvrir tout ça. Tu sais, ce contact avec avec la terre, j'ai une phrase qui me revient. Non, t'inquiète pas. J'ai une phrase qui me revient, qui me fait penser exactement à ce que tu décris. Et tu as commencé à le dire avant. Ouais. Je vais te dire. Ouais, mais comme moi, je m'envole très vite dans mes explications. En fait, parce que j'ai 1000 idées toi, qui me viennent à la tête avec mon expérience, avec tout, et je suis obligé, en fait, et avant même que... Alors, là, c'est très important, les gens, il faut qu'ils comprennent ma façon de fonctionner. Les mots me viennent toujours en lingala. Et après, je fais la traduction en français. Et donc, je suis obligé de faire avec mon problème de bégaiement. Toi, vous comprenez le... Non, je pense que peut pas. T'imagines ce qui se passe dans ta tête. Dans la tête de l'ordinateur qui est mais pleine puissance. Alors, pour certaines personnes, ça prend du temps. Ça prend du temps pour certaines personnes. Oui, mais pourquoi ils parlent... Non, mais les gars, vous vous rendez même pas compte le Guilain qui est en face de vous, quoi. Car à peine, tu sais comment je m'exprimais avant. Ah ouais, t'as un bec que t'as contrôlé complètement. Trouble sévère du langage. Ça se sent tellement pas. Je l'ai jamais vu même. Même d'il y a 15-20 ans. C'était imperceptible. Je reviens rapidement. mon super computer, mon super guide. Les efforts payent. C'est exactement ce que je voulais te dire. J'aimerais que tu t'écoutes cette phrase parce que je pense qu'elle résume parfaitement l'histoire de ta vie. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais j'aimais cette image. Tu dis à un moment, j'étais enterré. C'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Et en fait, on dit, il y a une phrase qui dit, parfois, on croit qu'on a été enterré, mais en fait, on a simplement été planté. C'est le moment où on croit que c'est la fin, et en fait, il y a quelque chose de magnifique qui ressort de tout ça. Et c'est ton histoire, elle est à chaque fois,
T'as réussi à rebondir, à reconstruire. Franchement, je suis tellement fier de toi, mon Guil, aujourd'hui. Ouais, Je trouve que tu représentes quelque chose de tellement important pour notre société, pour nous tous, pour ta résilience, pour tout ça. Vraiment, je suis bouleversé par ton histoire et je suis tellement heureux que tu sois là avec nous. Je te remercie 1000 fois. Merci à toi. Avant qu'on se quitte, on a un petit rituel dont je ne t'ai pas parlé. On a, dans cette petite boîte ici, dans cette petite boîte, on a des lettres. Les lettres de nos invités. Tu vois, derrière cet écran, il y a peut-être quelqu'un avec qui ton histoire résonne profondément. Et en fait, on a envie d'aller plus loin dans juste se raconter cette histoire. On va te demander d'écrire une lettre à cette personne. Et cette lettre, sous notre vidéo, il y aura un lien où cette personne pourra lire cette lettre. On te demandera aussi de la lire pour que les personnes, par exemple, malentendantes, puissent aussi entendre ta voix. Et c'est comme ça qu'on clôt l'émission, avec ce lien vraiment très fort entre toi et une personne qui nous regarde. T'acceptes ? Oui. Je sens que ça va être une lettre magnifique. Cet épisode touche à sa fin. Et comme je vous le disais au milieu de l'épisode, si vous aimez ce que vous venez de regarder ou d'écouter, un abonnement peut tout changer. Il y a donc la petite cloche subscribe juste en dessous. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus le podcast rayonne. N'hésitez pas à partager l'épisode à vos amis, à vos proches, aux gens à qui vous pensez quand vous regardez cet épisode de préface. Un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.